Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, le monde, si je puis dire, attend la réponse des Israéliens, probablement avec de l'aide américaine, contre les Iraniens. Je ne vais pas revenir sur la genèse de cet affrontement qui a vu la plus grosse attaque balistique de l'histoire de l'humanité, avec un grand H. Mais ce que je vous propose, c'est que l'on regarde aujourd'hui en détail quel est le talon d'Achille de l'Iran. Et il s'agit des îles Karg. Elles sont situées dans le nord du Golfe, à une trentaine de kilomètres de l'Iran, et c'est par là que passent 90% des exports de pétrole iraniens. Et ces exports de pétrole, eh bien, ils représentent environ 50 à 60% des revenus de l'Iran. Cette île, qui à une époque a été le plus gros terminal offshore du monde, a déjà été ciblée. C'était dans les années 80. Elle avait mis plusieurs années à s'en remettre. Mais si l'Iran devait être attaqué au niveau de son talon d'Achille, il y a de grandes chances qu'elle réponde. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait dans les années 80. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'ouvrir un petit peu nos livres d'histoire, de voir comment l'US Navy s'est retrouvé à faire sa plus grande bataille aéronavale depuis la Seconde Guerre mondiale contre l'Iran en 1988, comment un supertanker de 420 000 tonnes a pu être touché par une mine iranienne mouillée la veille par les gardiens de la Révolution, et également comment une frégate américaine a pu se faire toucher par une mine iranienne, avoir plus d'une trentaine de victimes, et quelques semaines plus tard, avoir une autre frégate américaine qui, ce coup-ci, abat un avion de ligne iranien et tue des centaines de civils et plus de 66 enfants sans aucune raison. Bref, vous l'aurez compris, cette zone peut vite être une poudrière pour tous les protagonistes. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de mieux maîtriser ce qui s'est déjà passé dans le secteur afin de pouvoir mieux comprendre ce qui risque de s'y passer. Et on attaque ça juste après avoir un peu pris d'énergie avec notre partenaire. Et juste avant de rentrer dans le dur du sujet, je vous parle de notre partenaire du jour que vous connaissez, car ce sont nos amis pour sortir du matelas, sortir du lit. Il s'agit d'Oli Oli qui vous propose 3 grandes gammes de produits. Première gamme de produits, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie, de vous réveiller un petit peu sans avoir à prendre de café. Deuxième gamme de produits, si vous êtes addict à tous les goûts dans l'eau, eh bien ça va être plutôt une gamme d'Ice Tea. Et troisième gamme de produits, ma favorite pour le sport, musculation, attention, eh bien c'est avec les électrolytes et les minéraux pour vous permettre de vous réhydrater, mais surtout eh bien de refaire le plein un petit peu après la séance de sport ou pendant la séance de sport. Spoiler alert, en ce moment je passe beaucoup de temps sur le home trainer. Grosse sudation et grosse hydratation, sinon ça ne serait pas une situation d'avenir. Les fêtes de fin d'année commencent déjà à s'approcher, vous l'avez peut-être vu dans les villes. Oli anticipe tout ça et vous propose un calendrier de l'Avent où vous allez pouvoir eh bien, choisir chaque journée quelque chose avec un goût différent. Si vous préférez rester plus classique, moi je vous conseille ces pots. Pourquoi? Eh bien parce que ça remplace 50 canettes, c'est donc beaucoup plus éco-friendly. Et dedans, vous n'avez pas de sucre, vous n'avez pas de taurine et les colorants sont naturels. Pour ce qui est des goûts, la dernière fois, je vous avais parlé du sour cherry. Depuis, je me suis mis un petit peu à ça. Eh ben oui, il fait moins beau, il fait plus frais. J'ai l'impression comme ça, eh bien de partir dans les îles. Ça fait pas de mal vu le contexte actuel. Allez, n'hésitez pas à suivre le lien juste en dessous, on vous a mis le coupon AT, ça vous permet d'avoir réduction et en plus, vous soutenez la chaîne et les emplois qu'elle crée. Un petit coucou au monteur. Allez, jingle. Comme je vous l'ai dit, l'île Karg est responsable de 90% des exportations. Le site tankertracker.com observe ce qui se passe dans la région et avec l'aide également de Hunterbrook, un autre site qui a observé 105 images satellites, eh bien ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y a généralement une dizaine de supertankers qui sont au mouillage à côté de cette île, prêts à remplir leur cuve. Eh bien, accrochez-vous bien. Pour la première fois depuis 2018, le moment où de fortes sanctions avaient été décidées contre l'Iran, eh bien ces tankers sont partis, ils se sont éloignés. Donc l'île est toujours utilisée, il y a toujours des tankers qui viennent faire le plein, mais il n'y a plus personne en attente à côté. Les bateaux essayent de prendre la distance pour s'éloigner de ce qu'ils pensent être une zone
de futures tensions. De son côté, le président américain a annoncé cette semaine ne pas vouloir toucher le nucléaire iranien, mais n'a pas exclu toucher le pétrole iranien. Comme vous voyez sur ces images, la plupart des gisements de pétrole iranien se situent dans l'est du pays, sud-est si on veut être un peu plus précis, mais il y a également des pipelines un petit peu partout dans le pays, ce qui pourrait nous amener à imaginer différents types de réponses de la part des Israéliens contre les Iraniens. Dans un premier temps, vous avez la réponse économique, purement économique avec des sanctions, et il semblerait que ce schéma soit déjà plus ou moins acquis. Dans un deuxième temps, vous pouvez taper des sites de production pour toucher l'économie. À partir de là, vous pouvez avoir bombardement, frappe avec des missiles balistiques, mais là, je ne pense pas que les Iraniens en utilisent trop car ils les utilisent pour leur dissuasion nucléaire, donc pourquoi pas utiliser de l'armement aéroporté, donc avec vecteur d'avion. Vous pouvez avoir du sabotage, comme par exemple Nord Stream 2. Vous pouvez avoir de l'attaque cyber, sur laquelle je ne rentrerai pas trop car ce n'est pas mon domaine d'expertise sur cette chaîne. Et vous pouvez avoir des frappes conventionnelles, donc avec du bombardement aérien, contre, comme nous le disions, les militaires iraniens, les gardiens de la révolution qui sont un état-major différent, une chaîne de commandement différente, ou alors les stocks de stockage des munitions, des missiles. D'après certaines sources, les Iraniens disposeraient de près de 3000 lanceurs, de 3000 missiles. Vous pouvez essayer d'aller les taper. Maintenant, attention, l'Iran est un pays très montagneux. Nous savons qu'ils ont des caches souterraines, par exemple pour les avions, comme c'est F4, même si ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique d'un point de vue opérationnel, car vous pouvez condamner ce qui se trouve à l'intérieur. C'est quand même assez compliqué d'aller taper des stockages de munitions s'ils sont à l'intérieur des montagnes. Vous pouvez forcément taper également les sites de lancement, mais, et quelque chose qui aurait un impact d'un point de vue international, vous pouvez également taper les usines de fabrication de drones ou de missiles. Pourquoi un impact au niveau international? Car forcément, cela aurait un impact sur l'Ukraine et la Russie. Et ça serait peut-être le type d'attaque qui cocherait au final le plus de cases sans pour autant amener vers une escalade de la part des Iraniens. Donc si, personnellement, je vais vous donner mes 2 cents, je devais prendre une décision, je pense que ça serait contre l'industrie de l'armement iranienne, car cela viendrait aider les Américains sur plusieurs de leurs fronts par proxy. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ces îles à 483 km d'Ormuz, nous allons revenir dessus, qui sont toutes petites, 20 km², qui ont vu un explorateur français, Jean des Thévenot, venir en 1665, il est mort 2 ans plus tard en Iran, et qui ont également vu la colonisation des Hollandais, des Français, à qui ont appartenu ces îles pendant quelques années, et après les Britanniques, tout le monde cherchait des perles. Dans les années 70, le pétrole a été trouvé dans la région, s'est développé, et c'est comme je vous le disais, devenu un des plus gros terminals offshore du monde, avant d'être bombardé dans les années 80, notamment en 88, par les Irakiens. Rappelez-vous, la guerre Iran-Irak, ça a duré une petite dizaine d'années, il y a eu une centaine de milliers de morts, des millions de déplacés, et début 84 a commencé la guerre des tankers. D'ailleurs, il y avait du matériel français utilisé. Les Irakiens ont tiré avec du F1, avec de l'Exo-7, avec du super étendard, on pourra revenir dessus si vous voulez. Ce sont même des pilotes de l'aéronavale française qui ont formé les pilotes irakiens sur super étendard et après ont convoyé, en passant par un porte-avions français, les super étendards de la base de Landivisio jusqu'à l'Irak. Irak où un instructeur restait sur place et derrière, dans les mois qui ont suivi, les avions ont été utilisés pour taper des navires civils. Et oui, il se passe des choses dans l'histoire. C'est toujours très intéressant de creuser. Vous verrez par exemple d'ailleurs qu'après Mers el-Kébir, la France a fait un raid contre les Britanniques à Gibraltar. Mais là, je m'éloigne, on retourne à notre sujet. L'Irak veut donc pousser l'Iran à aller trop loin, ça vous dit peut-être quelque chose. Le 15 juin 84, ils vont bombarder ces îles, ils vont aider l'exportation, ils vont priver l'Iran de ses capacités d'exportation en espérant que l'Iran bloque Hormuz et que cela force les Américains à rentrer dans la guerre contre les Iraniens. Alors, les Iraniens ne tombent pas dans le piège, ne vont pas aussi loin, laissent Hormuz ouvert. Hormuz, qui est le nom du détroit, du nom d'une île iranienne. Alors, Hormuz, en fait, le détroit, ça dure près de 200 km de long. Au plus court, au plus étroit, il fait 55 km de large, 80 mètres de profondeur en moyenne. Et vous avez 30% du commerce mondial de pétrole qui y passe. Que vous soyez l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar ou forcément l'Iran, vous devez passer par ce détroit d'Ormuz car tous ces pays détiennent 30% des réserves
mondial de pétrole et 1/5 des réserves de gaz. C'est donc 2400 pétroliers par an qui passent par là, 17 millions de barils par jour. Comme à Ouessant, vous avez un rail de 3,2 km, montant ou descendant. Et si vous commencez à y mettre des mines, ça va poser des soucis. Je vous passe les détails, mais en 1987, les tensions montent dans le Golfe. Le 17 mai, 2 exocètes ouvrent le feu et touchent l'USS Stark. Il paraît qu'Iron Man était en run. Blague à part, ça fait 37 morts et la guerre des tankers ne fait que s'accentuer. Les Américains décident de lancer l'opération Ernest Will, volonté sincère. C'est du 21 juillet 87 au 26 septembre 88. Ils vont alors protéger 8 supertankers koweïtiens et 3 méthaniers koweïtiens. Pour des raisons légales, ils n'ont pas le droit de faire de l'escorte de bâtiments qui ne sont pas de leur pavillon. Donc ces bateaux vont prendre le pavillon américain et tous les 15 jours, ils feront un convoi avec des navires de guerre américains de manière à les protéger et les sortir, les escorter jusqu'à Hormuz. Dès la première sortie, le SS Bridgetown de 413 000 tonnes va toucher une mine. Les Américains n'avaient pas le matériel sur zone pour faire de la guerre contre les mines. Le coup médiatique sera assez mauvais, mais heureusement le bateau ne va pas sombrer. 413 000 tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 10 fois le Charles de Gaulle, donc c'est costaud. Mais ce ne sera pas le seul bâtiment touché. Le 18 avril 88, c'est l'USS Roberts qui lui est touché par une mine iranienne. À partir de là, eh bien, les Américains décident de lancer, trop c'est trop, l'opération Praying Mantis, qui est une menthe religieuse, également appelée le cheval du diable. Juste pour rappel, il y a du cannibalisme entre les hommes et les femmes pendant l'accouplement, mais on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est un animal qui met 6 métamorphoses avant de récupérer ses ailes. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont choisi ce nom-là pour l'opération, c'est quand même assez bizarre. Le seul élément que j'ai pu trouver, c'est que c'est l'ennemi des ravageurs de culture, que ce sont les menthes religieuses qui tuent les criquets. Les Américains ont un peu souffert de ça pendant la sécheresse dans les années 20. Voilà, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, je suis sec. Toujours est-il, cette opération a coûté la vie à 2 Américains, leur a fait perdre un hélicoptère, mais en face, bataille navale contre les Iraniens qui vont perdre 87 militaires, avoir plus de 300 blessés, perdre une frégate, un destroyer, avoir un F-14 endommagé, d'autres navires de combat endommagés, et surtout 2 de leurs plateformes détruites. Comme je vous le disais en introduction, c'était la plus grosse opération aéronavale pour les Américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Derrière, il n'y a plus d'escalade et ça a calmé les tensions, mais forcément, les équipages étaient à cran. Et c'est pour ça que vous avez l'USS Vincennes qui, le 3 juillet 88, prend un avion de ligne pour un F-14 iranien, ouvre le feu et va tuer 290 civils qui étaient dans un vol commercial régulier, dont 66 enfants. Ça fera forcément scandale. Si ça vous intéresse, on pourra revenir également sur cet engagement du USS Vincennes. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Les îles Kharg, à l'heure actuelle, c'est 90% des exportations de pétrole de l'Iran. C'est 5 millions de barils par jour, c'est 8 pétroliers qui peuvent ravitailler en même temps, c'est surtout, accrochez-vous bien, une capacité de 28 millions de barils de pétrole de stockage. Et nous avons vu ce qui s'est passé au Yémen, regardez ces images, avec plusieurs attaques de la part des Israéliens contre le stockage de pétrole. Des outils. À partir de là, une réponse facile à mettre en œuvre par les Israéliens qui n'auraient même pas à aller trop loin en territoire iranien, qui pourraient tirer depuis la mer, serait de venir bombarder cette île, tels les Irakiens dans les années 80, afin de porter un coup dur à l'économie et aux exportations iraniennes. Le risque, maintenant vous le maîtrisez, c'est tout simplement qu'on reparte vers une guerre un peu du pétrole, le risque de la fermeture du détroit d'Ormuz par les Iraniens, le risque également maintenant avec tous les drones sous-marins et de surface, de ne pas rentrer dans une guerre des mines, mais de rentrer dans une guerre du drone qui serait extrêmement dangereuse pour les différentes marines mondiales et également pour les tankers. J'ai presque envie de vous dire, je suis plus inquiet pour les navires de guerre que pour les super tankers, mais n'oublions pas par exemple que le 1er octobre, en mer Rouge ce coup-ci, vous avez eu encore une attaque de navires non habités, de navires dronisés contre du navire marchand, et regardez un peu les charges militaires qu'ils arrivent à mettre dedans maintenant. Ce qui est sûr, c'est que cela aurait un impact direct sur le prix et le cours du pétrole. Sans vouloir faire trop de politique, c'est rarement une bonne chose pour les démocrates américains avant les élections. Par contre, ça peut être une bonne chose
pour le nord des États-Unis, également le sud du Canada, car lorsque le cours du pétrole atteint certains niveaux, certaines exploitations peuvent devenir rentables et peuvent donc se remettre à produire. Ce qui est sûr, c'est que le monde entier attend la décision israélienne, qu'il y a de grandes chances que les Américains soient dans la boucle décisionnelle. Si les Israéliens décident de taper le programme nucléaire iranien alors que Joe Biden a annoncé qu'il ne le souhaitait pas, cela ouvrirait un autre chapitre extrêmement intéressant, mais un petit peu en dehors de notre sphère d'expertise sur cette chaîne. Dans tous les cas, ce que je vous propose, eh bien, c'est de revenir, pourquoi pas demain et après-demain, on va faire une étude du BDA, Battle Damage Assessment. Certaines images satellites sont sorties sur les frappes de certaines bases israéliennes, donc on va regarder ça dans le détail, on va sortir le tableau et observer, essayer de voir ce que l'on peut tirer de ces images satellites. Et également, il semblerait qu'en Syrie, il y ait eu bombardement israélien juste à côté d'une base russe. Nous allons également revenir sur cette actualité-là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Vous êtes plus de 60% à ne pas être abonné. C'est gratuit, c'est en dessous. N'hésitez pas, ça vous permet d'avoir une notification. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire également. Excellente journée à vous et fly safe.